Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Bientôt 3 ans après la décapitation du professeur d'histoire Samuel Paty, nous recevons celui qui a enquêté pendant près de 2 ans sur une tragédie qui, selon lui, aurait dû être évité. Stéphane Simon est l'invité du Grand JT dans quelques instants. En seconde partie d'émission, focus sur le Média Club du collège Karl Marx à Villejuif. D'un journal de collège à un documentaire, on vous racontera l'histoire du petit Karl. Enfin, comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants et cette semaine, on leur a demandé leur avis sur le maquillage. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Hier, Emmanuel Macron était en visite dans un collège de l'Hérault pour reprendre la main sur les chantiers autour de l'école et il a fait quelques annonces sur la rémunération des enseignants. Et la communauté éducative les attendait avec beaucoup d'impatience depuis de longues semaines, d'autant que ces derniers mois, Pape Ndiaye dessinait les contours de ces augmentations sans être vraiment très précis sur leur nature réelle et sur les profils concernés. Eh bien, le président de la République a pris les choses en main hier sur le sujet. On l'écoute au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Plus un enseignant en dessous de 2 000 €. Une augmentation, le ministre détaillera, ça dépend des carrières, des qualifications, mais qui est de 100 € jusqu'à 230 € socle, c'est-à-dire sans condition. Et puis à côté de ça, il y a ce pacte qu'on propose aux enseignants, qui est de dire on a besoin de vous pour les devoirs faits à la maison, qu'on va généraliser progressivement d'ici à 2024, qui est clé pour aider en particulier nos jeunes collégiens à rattraper les choses. On a besoin de vous au primaire pour l'école inclusive, on a besoin de vous pour les devoirs au primaire, on a besoin de vous aussi au primaire pour accompagner nos élèves de 6e parce que la transition est parfois difficile. On a besoin de vous au collège donc pour les devoirs faits. On a besoin de vous au collège pour les remplacements parce qu'on a trop d'heures qui ne sont pas remplacées et donc il faut pouvoir, en organisant, en donnant les moyens aux chefs d'établissement, remplacer les absences courtes. Et bien pour tout ça, il y aura un pacte. Et ce pacte, il vous permettra de gagner encore plus que cette augmentation de base. Et donc, on aura des enseignants, quand ils signent le pacte, qui peuvent avoir jusqu'à 500 € de plus par mois de rémunération. Des annonces qui divisent les syndicats, comme le SNES-FSU, qui ne semble pas convaincu. Hier soir, sa secrétaire générale, Sophie Vénétité, était l'invitée de BFM TV et elle a dénoncé une nouvelle promesse non tenue. Selon elle, Pape Ndiaye avait annoncé donc 10% d'augmentation ferme pour tout le monde, alors qu'il s'agit davantage, selon elle, de 10% en moyenne. D'ailleurs, ce matin, le ministre de l'Éducation assure un petit peu le service après-vente, si je puis dire. Il était sur France Inter et il a détaillé encore un petit peu plus les choses, notamment sur les fins de carrière. Pour 310 000 professeurs, c'est-à-dire pour les 15 premières années de carrière, les hausses sont bien supérieures à cela. Ce sont des hausses qui sont comprises entre 8% et 11% net. Un professeur à 6 ou 7 ans de métier, par exemple, va recevoir une hausse en septembre de 11,3%. Et donc, initialement, on n'avait pas prévu d'augmenter les enseignants en seconde moitié de carrière. On l'a fait après discussion avec les syndicats. Mais pour ces enseignants, la hausse est moins grande. Nous la compensons aussi par un passage facilité, pardonnez l'entrée dans cette dimension un peu technique, un passage facilité à la hors-classe et à la classe exceptionnelle. Lors de son déplacement, le président de la République en a également profité pour évoquer l'école dans les territoires ruraux et reparler de la carte pluriannuelle. On l'écoute tout de suite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que très souvent, on dit à un maire au printemps, on va fermer votre classe ou votre école à la rentrée prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effondrement du nombre d'élèves ou parce que d'un seul coup, vous êtes dans un établissement scolaire où il restait 2 classes et puis vous fermez une des 2 classes et il n'y a plus le seuil critique, ça ne marche plus. Je sais vous dire les communes où d'ici 2 à 3 ans on aura des problèmes. C'est les communes où la natalité a déjà baissé. Et les solutions c'est quoi ? Nos classes multiniveaux qu'il faut dégager, réussir à avoir aussi des internats. Moi je crois beaucoup à l'internat dans le rural, qui est une solution formidable et qui marche très bien. Avec une interrogation pour ces communes rurales, quid du remplacement des professeurs absents promis par le gouvernement ? Il est vrai que c'est encore plus compliqué de trouver des suppléants de courte durée dans les campagnes. Et sur ce sujet, Pape Ndiaye prévient qu'il va falloir un petit peu de temps pour que tout se mette bien en place. On l'écoute. Il y aura une période d'ajustement en septembre. C'est quelque chose de nouveau dans la plupart des établissements. Donc ce ne sera pas systématique en septembre. Ajustement, ça veut dire quoi ? Le temps que les choses se mettent en place, que les enseignants signent leur lettre de mission, qu'ils signalent leur volonté. Nous mettons en place également un certain nombre de moyens techniques et informatiques pour que cela se passe de la manière la plus harmonieuse possible. Laissons quand même le temps aux établissements, laissons
quelques semaines pour que les remplacements de courte durée se mettent en place. Donc c'est pas septembre, ce sera quand? C'est quoi votre objectif? À quel moment ça revient systématique? Je reprends le mot du chef de l'État. Ça se met en place à partir de septembre pour être systématique à partir, je dirais, de la fin septembre et dans le courant de l'automne. Et pour conclure sur ce déplacement, Emmanuel Macron a également annoncé qu'il souhaitait mettre en place les services complets de 35 heures pour les AESH dès la rentrée prochaine, en plus de la confirmation d'une augmentation générale de 10%. Un autre sujet qui a fait l'actualité ces dernières semaines, les épreuves de spécialité du bac qui ont eu lieu au mois de mars, ainsi que les classes de terminale qui se vident jour après les épreuves. Il y a quelques jours, le père de la réforme du baccalauréat, qui date de 2019, était interviewé par La Voix du Nord. Ça y est, on sait qui c'est et on voit son visage. Regardez, il s'appelle Pierre Mathiot, c'est l'actuel directeur de Sciences Po Lille. Et s'il ne regrette rien de la réforme qu'il a portée, malgré les critiques qui se multiplient, il propose néanmoins plusieurs solutions pour éviter l'absentéisme une fois ces épreuves de spécialité passées. D'abord, organiser un conseil de classe fin juin et plus à la fin du mois de mai pour que la vie des enseignants pèse davantage. Selon lui, ça jouerait beaucoup plus au moment du rattrapage ou pour les mentions. Il se demande aussi s'il est bien pertinent de donner accès aux candidats à leurs notes de spécialité aussitôt, arguant que ceux qui ont eu de très bonnes notes ont tendance à se considérer un petit peu en vacances, là où ceux qui ont eu de mauvaises notes peuvent se dire que tout est joué et abandonné. Et enfin, il propose que les 2 sujets proposés en juin au grand oral portent sur des parties du programme abordées après les épreuves écrites, donc entre avril et juin, ce qui engagerait forcément les élèves à rester en cours jusqu'à la fin. Voilà, c'est une interview très intéressante à retrouver sur le site de La Voix du Nord. Et on termine avec cette enseignante accusée d'avoir twerké sur un de ses élèves dans l'Essonne. Le 14 avril dernier, au lycée Clément Ader de la ville d'Athis-Mons, les parents d'un élève de 16 ans ont été convoqués pour une affaire pour le moins embarrassante. 2 semaines plus tôt, une des enseignantes aurait bloqué donc cet élève contre l'armoire d'une salle de cours avant de twerker, donc d'agiter ses fesses de façon lascive et sensuelle au niveau de ses parties génitales. Elle lui aurait ensuite caressé le visage et tout cela devant l'ensemble de la classe. La mère de l'adolescent a porté plainte pour attouchement sexuel, mais de son côté, l'enseignante dénonce une vengeance de l'élève en question et elle a aussi porté plainte, elle, pour dénonciation calomnieuse. À noter qu'à ce jour, la professeure continue son travail tout à fait normalement au lycée et que la famille de l'élève n'a pas demandé à ce qu'elle soit changée d'établissement. Une enquête va donc déterminer dans les prochaines semaines ce qu'il s'est passé. 11 jours qui ont marqué l'histoire, 11 jours d'enfer, de cauchemar pour ce professeur d'histoire Samuel Paty. Stéphane Simon lui a consacré un livre, une enquête exceptionnelle. Il est avec nous sur ce plateau. Stéphane Simon, bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes producteur de médias, créateur de contenu, cofondateur de Néo, cofondateur de Factuel, de Lou aussi, petit dernier. Vous êtes également l'auteur de ce livre qui m'a beaucoup touché et bien sûr que je vous recommande. Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée. Tout est dans le titre, bien sûr, on va en parler, paru chez Plomb. Vous racontez dans ce livre les 11 jours de cauchemar, de tragédie, clairement, enduré par Samuel Paty jusqu'à sa décapitation. C'était en octobre 2020, 11 jours qui ébranlèrent la France entière. C'est une histoire française, c'est une histoire de tous les Français, jeunes ou moins jeunes, et tout particulièrement la vôtre, celle d'un petit-fils. D'ailleurs, vous dédiez ce livre à Omer et Rosalie Simon, instituteurs, directeurs d'école à Montaigu, Yvette et Camille Simon, instituteurs, directeurs d'école à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Liliane et Guy Simon, professeurs d'université et professeurs des professeurs à Nantes, et à tous ceux qui les ont précédés et à tous ceux qui les ont suivis. C'est une affaire de famille. Vous dites, je cite, ce massacre, c'est comme si c'était celui d'un des miens. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça me fait toujours, d'ailleurs, ça me touche beaucoup quand on rappelle ma filiation, parce que on sait que je fais de la télévision depuis une vingtaine d'années, on sait que je crée des médias, j'ai une activité professionnelle assez riche, mais je m'inscris aussi dans une filiation, comme tout le monde. Et moi, ma filiation, c'est celle des professeurs, des enseignants, des instituteurs. Aussi loin que je remonte dans ma généalogie,
j'ai des professeurs dans mon arbre généalogique du côté de mon père, en particulier, mais également du côté de ma mère. Et donc, évidemment, pour la République, qui sont battus pour la liberté. Bien sûr, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient dans la Vendée, une Vendée très blanche. Au moment, eux, ils étaient ce qu'on appelait les hussards noirs de la République, c'est-à-dire vraiment les instituteurs qui ont fait et porté les valeurs de la République. Et j'ai pas pu m'empêcher, le fameux vendredi 16 octobre 2020, quand j'ai vu la tête de ce professeur à côté du trottoir ensanglanté, j'ai pas pu m'empêcher de penser au mien, c'est vrai. Et je me suis dit, mais bon sang, on m'en a raconté des histoires de famille, de profs. On m'en a raconté, on a participé de cette défense des valeurs de la République, mais jamais ce serait arrivé à mes grands-parents une histoire comme ça, ni mes arrière-grands-parents. Et pourtant, c'était compliqué pour eux. Il y a un siècle, c'était compliqué d'arriver dans ces campagnes où on ne parlait pas encore français, où il fallait apprendre liberté, égalité, fraternité, respect du drapeau, etc. Et pourtant, jamais, jamais au grand jamais, on a raconté une histoire comme celle-ci, comme celle de Samuel Paty. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit arrivé là un siècle plus tard. C'est ça le point de départ du projet du livre. Je crois qu'il y a aussi 2 autres points importants. Je suis un garçon comme vous, Virginie d'ailleurs, qui travaille dans l'instantanéité. On a des vies professionnelles très intenses et de temps en temps, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dézoomer, il faut savoir prendre le temps, il faut savoir poser, il faut savoir écouter, il faut savoir analyser. Et le temps d'un livre, c'est un temps qui est différent de celui que l'on connaît. À la télévision, c'est l'urgence, la radio, c'est l'urgence. Le livre, c'est des mois et des mois passés à enquêter et à l'écrire. Et ça, c'était important de faire cette démarche-là, d'autant qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été écrites sur Samuel Paty, beaucoup de choses éparses par tout le monde. Tout le monde a écrit à un moment ou un autre quelque chose sur Samuel Paty, mais le travail qui consiste à faire le panoramique ou la reconstitution du puzzle, pièce après pièce, les 11 jours, parce que c'est un drame qui se joue sur 11 jours, vous l'avez rappelé, eh bien, personne n'avait pu le faire puisqu'il faut du temps pour faire ça. Il faut du temps pour enquêter et il faut au moins 250 pages pour raconter tout ça. Donc ce projet-là, il ne pouvait que se faire comme ça. 24 mois d'enquête, une enquête assidue, une enquête très recherchée, vous le dites, avec évidemment tout son entourage, avec tous ses collègues, avec l'ensemble de l'institution, à la fois l'établissement, mais aussi les institutions étatiques. Et on va en parler parce que ça a joué un rôle très important. Vous racontez jour par jour, heure par heure, c'est très factuel, hein, l'enfer que vit Samuel Paty. Vous racontez aussi les faux témoignages, la lâcheté des collègues, parce que certains sont lâches, et on va expliquer pourquoi, les manquements de l'État, tout ça, on va y revenir, mais les faits, parlons-en. C'est pas un livre d'opinion du tout, c'est un livre factuel, oui. Un récit précis qui raconte ce qui s'est passé, une enquête sur la décapitation. Tout part d'un cours d'EMC, un cours d'éducation morale et civique sur la liberté d'expression. Oui. Voilà, Samuel Paty, comme tous les professeurs d'histoire et de géographie du secondaire en collège, eh bien, ce sont eux qui sont en charge de faire ces cours d'éducation morale et civique. Et au programme, il y a les valeurs de la République, dont la liberté d'expression. Et ce cours que Samuel Paty fait comme des tas d'autres enseignants en France, il l'a bâti à sa manière. Samuel Paty est un laïc apaisé. C'est pas du tout une personnalité exubérante. C'est une personnalité assez réservée, mais qui aime passionnément son travail. Et ça m'a beaucoup rappelé d'exemples familiaux aussi. Il aime passionnément son travail, et ça veut dire qu'il essaye de rendre son cours assez vivant, interactif. Alors, vous voyez, quand il se met à parler de la liberté d'expression, il pose un cours qui s'appelle « Situation, dilemme, être ou ne pas être Charlie ». Et il tire un grand trait sur le tableau noir. Le tableau noir, pardon. Alors en référence à Charlie Hebdo, je le rappelle. En référence à Charlie Hebdo, il dit colonne de gauche, on va voir les arguments je suis Charlie. Et puis, colonne de droite, on va poser les arguments « je ne suis pas Charlie ». Vous voyez, donc, il fait un constat équilibré des choses. Il pose les arguments. Il veut que ce cours soit très didactique et vivant. Et, évidemment, il va aussi ne pas faire l'économie de montrer les caricatures de Charlie Hebdo. Et il conclura... Alors, je précise une chose, c'est que ces caricatures de Charlie Hebdo,
sont disponibles sur le matériel, dans le matériel pédagogique mis à disposition de tous les enseignants. Il y a sur le réseau Canopé. Sur le fameux réseau Canopé. Donc Samuel Paty ne fait rien d'extraordinaire, de marginal qui puisse lui être reproché. Rien du tout. Il ne fait pas de pas de côté. Il ne va pas découper Charlie Hebdo dans son coin pour montrer. Non, il s'appuie sur le matériel pédagogique donné par l'Éducation nationale. Et voilà. Et il conclut son cours par cette phrase qui est absolument messianique, malheureusement. Il dit tout cela ne mérite pas d'ôter la vie, parce que la vie est sacrée. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va, lui, payer aussi cela. Samuel Paty propose d'ailleurs aux élèves qui le désirent, et il ne désigne pas forcément les élèves qui sont musulmans, il propose à tous les élèves qui le désirent, s'ils le souhaitent, de sortir de la classe le temps juste de montrer effectivement ces caricatures du prophète. Ces enfants sont accompagnés par une AESH, une accompagnante, une auxiliaire, et ils sont réintégrés ensuite s'ils le souhaitent. Absolument. Il faut savoir que ça dure que quelques secondes, la projection de ces caricatures. Et comme c'est encore une fois quelqu'un qui ne cherche pas particulièrement à heurter, c'est pas un laïc virulent. Moi, je me rappelle que dans ma famille, mon arrière-grand-père, il faisait croix quand il voyait un curé qui passait. C'était pas très heureux. Vous voyez, mais il n'est pas de ce genre-là, Samuel Paty. Encore une fois, c'est quelqu'un de très calme, de très posé. Mais simplement, il a conscience que certaines personnes dans la salle vont peut-être être gênées par ces caricatures. Donc, il propose que ceux qui le souhaitent pas, il ne désigne pas un groupe ou en particulier, puissent sortir de la salle. Le lendemain, comme il n'y a pas d'aide et d'assistante, il demandera juste de détourner le regard, si chacun veut détourner le regard. Le temps, et encore une fois, ça dure que quelques secondes. Donc, encore une fois, c'est un cours qui se fait avec beaucoup de prudence. Simplement, il y a un problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la salle, dont on va découvrir qu'elle a séché les cours, qui va raconter une fake news horrible à ses parents, qui va mettre le feu aux poudres. Une étudiante qui s'appelle Zora, Zora, c'est le nom que vous lui avez donné. C'est pas son vrai prénom, mais comme elle est mineure, on protège évidemment les mineurs. Pour la protéger avant le procès qui aura lieu a priori en 2024. Donc Zora, qui est une élève dissipée, qui effectivement cache beaucoup de choses a priori à sa famille, n'est pas présente ce jour-là pendant ce cours. Elle va monter une histoire de toute pièce. Un site communautaire ensuite relaie ce qu'on appelle donc une fake news. Un professeur, je cite, expulse de sa classe des musulmans pour montrer des caricatures de Mahomet. Et là, évidemment le lynchage que permettent les réseaux sociaux, avec toute cette lâcheté que permettent les réseaux sociaux, eh bien, va s'emballer. Et Samuel Paty va être rapidement, le nom de Samuel Paty va être donné par le père de cette gamine, et il va être désigné comme un voyou. Ce terme n'est pas innocent non plus. Et évidemment, on va pointer, on va dire Samuel Paty du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Bon, ben voilà, on est en train progressivement de mettre une cible sur le dos de Samuel Paty. Et on associe Samuel Paty à des mots qui sont extrêmement durs, sans même se demander si la gamine n'a pas simplement raconté n'importe quoi. Il faut savoir que cette gamine, elle est très problématique. On est le 5 octobre, quand le premier cours est fait. Il y a donc à peine un mois qui s'est écoulé depuis la rentrée. Elle a déjà 11 inscriptions sur le cahier de correspondance. Elle a séché 12 heures d'école. Elle se bat avec de la nourriture à la cantine. Elle ne veut pas porter le masque en classe. Vous voyez, alors qu'en octobre 2020, c'est effectivement en pleine période de Covid, on était tous avec le masque à l'époque. Donc on voit bien que c'est un profil très problématique. Et la principale qui veut se faire respecter, bon sang, eh bien, elle va demander l'exclusion de cette gamine quelque temps en guise de sanction. Et évidemment, elle va mentir et elle va dire que c'est parce que monsieur Paty a fait ce cours et qu'elle n'a pas voulu sortir qu'elle a été virée finalement. Ce qui est totalement faux. Mais simplement, eh bien, on va le savoir que plus tard qu'elle n'était pas dans ce cours. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane Simon, que si les réseaux sociaux n'avaient pas existé, finalement, si c'était dans une autre époque, 20 ans avant, peut-être que Samuel Paty sera encore ce jour-là? Certainement. Ce livre raconte la France d'aujourd'hui. Ce livre donc parle évidemment de ce qui se passe dans l'enceinte des lycées, où il y a quand même un combat aujourd'hui qui se joue parce que l'islam politique désigne le lieu de la fabrication des esprits comme étant une cible intéressante pour le prosélytisme. Mais ce livre aussi est inscrit dans nos années, c'est-à-dire que encore une fois, le tueur, il n'a aucune raison, il n'est pas habitant de Conflans-Sainte-Honorine. Le tueur, il habite à Évreux, il va aller chercher des armes à Rouen,
mais il est déclenché par la folie, l'hystérie des réseaux sociaux. Donc il ne s'agit pas de dire les réseaux sociaux systématiquement conduisent à cette hystérie meurtrière, pas du tout, mais il s'agit de prendre la réalité des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un mensonge, quand quelqu'un est désigné à la vindicte populaire, ça fait tache d'huile et vous avez des vocations qui peuvent se soulever, se lever un peu partout. Et c'est ce qui s'est passé avec ce Tchétchène, ce jeune Tchétchène qui a à peine 18 ans, et qui va passer à l'acte déclenché par cette hystérie sur les réseaux sociaux. Parce qu'il voit l'hystérie effectivement sur les réseaux sociaux face à Samuel Paty, parce qu'il rentre peut-être en contact avec le père de cette jeune fille. Il rentre en contact. Voilà. Je précise que tout ce qui est dans le livre est appuyé sur des documents. Il n'y a rien de laissé au hasard, il n'y a rien d'inventé. Toutes les correspondances qui sont, la messagerie interne du lycée, les échanges de mails, les messages reçus, les menaces reçues, etc., ce sont tous on va dire des pièces que l'on a pu consulter, des pièces que l'on nous a montrées. Et donc, tout ça nous montre la réalité des choses. Et on a même laissé les fautes d'orthographe dans les mails et les menaces, parce que c'est aussi un climat. C'est la réalité. Et je dois dire que si malheureusement tous les profs n'ont pas eu un comportement exemplaire, il faut aussi comprendre la charge, le poids qu'ils ont sur les épaules, les profs. C'est pas simple de mener le combat dans leur coin, de ne pas vivre avec la trouille au ventre quand une affaire comme celle-là se déclenche. C'est vraiment pas évident. C'est pas évident de gérer, je pense à la principale, c'est pas évident de gérer tout ça, c'est pas évident de gérer la procédure aussi, ce qui est lourde, etc. Tout ça montre que dans ce climat d'hystérie, eh bien, malheureusement, on est fait d'hommes et de femmes qui prennent plus ou moins leurs responsabilités, qui vont affronter cette épreuve avec plus ou moins de courage. Et ces petites choses, la manière dont ils parlent, c'est parfois très, très cassant, très glaçant. Et Samuel Paty va se sentir très seul. Vous relayez dans ce livre, et donc on ne va pas le spoiler, comme on dit, le divulgacher, mais vous relayez justement ce qui se passe avec ce terroriste, Abdullah Anzorov, qui donc va effectivement prendre cette affaire, profiter, si je puis dire, de cette situation de Samuel Paty pour pouvoir commettre l'irréparable, commettre le cauchemar absolu de ce qu'a vécu Samuel Paty, et donc sa décapitation devant l'école. Il faut dire un mot sur ce profil. C'est un garçon qui est un candidat au djihad. En fait, c'est quelqu'un qui se cherche un combat depuis quelque temps. Il n'est pas doué pour l'école. Il a envie d'exister. Alors, il va à la salle de gym. Il se fait les biceps comme ça. Il a envie d'en découdre. Il prend à tâche. Et c'est là où aussi on peut que constater les failles de notre renseignement. C'est un livre qui dresse beaucoup un tableau malheureusement de renseignements imparfaits en France. Il prend à tâche avec la Syrie. Il a des contacts avec des gens au loin. Il candidate pour partir, etc. On n'en veut pas vraiment. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi exactement, mais sûrement qu'il ne rassure pas ses interlocuteurs. Et puis, 15 jours avant, il a envie de faire il a envie de donner une correction à un garçon qui, sur TikTok ou Snapchat, je me souviens plus de la messagerie, a demandé à une fille de se dévoiler. Et évidemment, il a envie de lui donner une correction. Et puis, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à identifier ce garçon. Et il va donc se tourner sur une autre affaire qui va lui donner une occasion de se mettre en valeur, en lumière, si j'ose dire, dans cette lumière pénible. Eh bien, c'est l'affaire de Samuel Paty. L'affaire de Samuel Paty, qui aurait pu donc, et c'est le titre de votre livre, une enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée. Et je vais rebondir précisément là-dessus, car il y a des manquements humains et des manquements aussi d'État. Les manquements humains, c'est cette lâcheté qu'on évoquait au départ aussi, des professeurs, des collègues, qui en fait voient l'enfer des premiers jours que vit Samuel Paty. Oui, un garçon qui est terrorisé, qui est angoissé et qui n'ose plus rentrer chez lui seul. C'est-à-dire que la principale, comme ses collègues, ils sont surtout très inquiets de ce qui va se passer. Les islamistes menacent de venir manifester devant le collège. Ils ont peur d'être sous le feu des projecteurs comme ça. Donc il ne faut pas les blâmer, il faut constater qu'ils ont la trouille au ventre. Et donc en ayant la trouille au ventre, ils ne se comportent pas très bien vis-à-vis de Samuel. Enfin certains d'entre eux, pas tous. Samuel Paty a quand même été aidé, on le rappelle, et on explique bien qui, jusqu'au bout par certains collègues. Mais il y a quand même beaucoup de collègues qui lui disent qu'il a merdé. Le lundi précédent sa mort, il est attendu et en salle des profs, on fait un peu son procès, entre guillemets. On lui dit qu'il n'aurait pas dû faire ça, qu'il aurait mieux fait de se taire finalement, qu'il aurait mieux fait de faire autrement. Et puis certains menacent même d'écrire à l'académie
pour se désolidariser de lui. Dans une entreprise, il y a un mot qui s'appelle le corporatisme. Être corporate, avoir l'esprit corporate. On ne peut pas dire que tout, je ne veux pas généraliser, parce qu'encore une fois, il y a des collègues qui sont plus amènes que d'autres, mais il y a beaucoup de ces collègues qui n'ont pas été très corporate avec Samuel Paty, c'est le moins que l'on puisse dire. La chef d'établissement fait des signalements également, lui aussi, à la police. Oui, elle fait des signalements. Parfois, c'est lourd. Hein, c'est une procédure qui est lourde, mais elle va pas obtenir grand-chose. Elle va juste obtenir, via la mairie d'ailleurs, que la police municipale fasse une patrouille aléatoire. C'est-à-dire que la patrouille va venir de temps en temps devant l'école. Bon, donc il risque pas de se passer une surveillance très, très approfondie. Hein. Vous voyez que c'est quand même très problématique. Et là où le renseignement intérieur n'a pas pris la bonne mesure de la menace sur Samuel Paty, c'est qu'au moment où ça lève sur les réseaux sociaux, où la menace est même identifiée par Samuel Paty, elle est à son pic, eh bien, les renseignements ont tendance, et ils l'écrivent, à dire que les choses rentrent dans l'ordre finalement, qu'il n'y a pas de raison de trop s'en faire. Et pire que ça, ils n'exercent pas, alors qu'on est à quelques jours des vacances, du départ en vacances, une mesure toute simple qui aurait permis que Samuel Paty soit encore des nôtres aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mesure de retrait. Voilà, c'est un simple coup de fil. Vous pouvez, quand vous êtes dans le renseignement français, quand vous estimez que quelqu'un est menacé, vous pouvez décrocher votre téléphone ou aller le chercher et lui dire de ne plus se présenter ni à son travail ni à son domicile, de se mettre au vert. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, sans aucun formalisme. Sans aucun formalisme. Il n'y a pas besoin de faire demander l'autorisation du supérieur, etc., etc. Non, ça, le renseignement français aurait pu le faire. Ça n'a pas été fait. De même qu'on aurait pu lui donner une protection rapprochée. Ça relève du ministère de l'Intérieur. Mais vous savez, comme moi, que certains de nos confrères journalistes ont une protection, que des personnalités qui sont menacées ont une protection. Et c'est tant mieux. Ça va entre 1 et 6 personnes en permanence qui vous accompagnent quand vous êtes très, très menacé, jusqu'à 6 personnes. Eh bien, rien. Là, mais pour rien, Samuel Paty, rien. Vous, parce que c'était un simple professeur, parce que c'était un établissement scolaire, parce que la principale pense davantage à protéger le collège, parce que surtout les renseignements encore une fois, je dis dans le livre qu'il n'y a pas un trou dans la raquette. On peut même s'interroger sur l'existence même d'une raquette. C'est-à-dire que, pardon, mais les policiers n'ont pas du tout pris la mesure de la menace qui était pourtant évidente. À partir du moment où la mosquée de Pantin, qui est une mosquée qui pratique un islam très très rigoriste, qui a déjà été signalé d'ailleurs, oui. Partage les vidéos des deux, du père de la petite menteuse, appelons-la comme ça, et de ce type qui est un islamiste, lui, très connu des services de police. Abdullah Kanzorov. Alors non, lui, ça c'est le tueur. Non, lui, c'est Abdelkrim Sefraoui. Eh bien, Sefraoui, qui est connu comme le loup blanc. Attention, hein, c'est quelqu'un qui fait partie du comité Cher Yassine, donc très antisémite, qui va se présenter sur la liste de Dieudonné, qui va menacer l'imam Chalgoumi. Il est connu de toutes les luttes pour le port du voile à l'intérieur de l'école ou de la baya, etc. Eh bien, ces deux personnes, on les voit à la manœuvre, mais curieusement, le renseignement croit pas trop à la menace. Et là aussi où il y a une autre faille terrible, je souris, je devrais pas parce que c'est tragique, c'est tous les signalements qu'il y a contre le tueur. Le tueur a été signalé une quinzaine de fois sur ce qu'on appelle la plateforme Pharos, qui permet d'alerter quand il y a des gens qui vous paraissent extrêmement suspects, extrêmement dangereux, qui ont des discours appelant à la haine, à l'antisémitisme, bref, à toute forme vraiment de haine. Eh bien, il a été signalé, il ne s'est jamais rien passé. C'est de la responsabilité pourtant de la Direction générale de la sécurité intérieure que d'analyser ces signalements. Ça n'a pas été fait. Et le week-end précédent, le passage à l'acte d'Anzorov, il est encore signalé 4 fois. Et rien ne se passe. Mais vous en discutez avec la DGSI? Vous en discutez avec des personnes? Alors la DGSI, figurez-vous que la DGSI, c'est pas du genre à répondre aux journalistes, surtout quand ils sont clairement pointés dans leur défaillance. Même quand ils savent qu'une enquête va sortir, va paraître? Bien sûr, bien entendu. Ils vous disent quoi? On verra au procès? Ils disent rien du tout. C'est-à-dire essayer d'avoir
le responsable de la DGSI sur l'affaire Paty, sur les manquements de la brigade territoriale, notamment des Yvelines, puisque c'est d'eux dont il s'agit. On a les identités des fonctionnaires en poste à ce moment-là. Eh bien, rien, vous n'avez aucune forme d'explication. Est-ce que vous êtes entré en discussion avec ceux qui détiennent justement, qui ont créé cette plateforme où on peut faire des signalements? Mais cette plateforme, elle est malheureusement, elle est très très vieillissante, elle est vieillotte, elle est mal exploitée. Alors, on peut aussi dire que les policiers, ils ont une charge de travail phénoménale. À ce moment-là, il faut quand même se souvenir du contexte. Le président de la République vient de faire un discours sur le séparatisme qui a mis la sphère islamiste en ébullition. Oui. Quelques jours auparavant aussi, il y a eu devant les locaux de Charlie un type qui a attaqué avec une lame de boucher et qui a pensé s'attaquer à un dessinateur de Charlie qui malheureusement, heureusement, était déplacé et donc il est tombé sur un autre journaliste d'une boîte de prod dont j'ai oublié le nom, peu importe, et il fait un blessé. Vous voyez, donc on est dans un contexte extrêmement chaud, tendu. Et on peut aussi poser l'hypothèse que les services de renseignement ont été totalement débordés à cette période. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que vous parlez de scandale d'État, Stéphane Simon? Je parle de scandale d'État parce que, comme je l'explique avec vraiment beaucoup d'applications, de rigueur et de méthode, je dis que normalement, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur auraient dû mettre Samuel Paty à l'écart. Ça n'a pas été fait. Les mesures de protection n'ont pas été prises. Et donc, c'est en cela que c'est un scandale d'État. C'est également un scandale d'État. Malheureusement, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place, tout à fait conscient des problèmes qu'il y a à l'intérieur des enceintes de l'école et des atteintes de la laïcité. Encore une fois, Jean-Michel Blanquer, c'est malheureusement le ministre à qui ça n'aurait pas dû arriver, cette affaire. Mais en dépit de tout ce qu'il a fait pour essayer de renforcer, de donner de l'aide aux professeurs qui en ont besoin, etc., les procédures qui sont mises en place sont malheureusement inefficaces. Il y a trop d'alertes qui remontent au ministère et trop peu qui sont traités. Une situation effectivement très très tendue au sein des établissements scolaires en France, qu'ils soient publics ou privés. 30 à 40 signalements de faits de violence par jour en France. Nombreux sont liés à des problèmes religieux. On a vu la laïcité évidemment remise en question à plusieurs reprises, notamment avec le port de tenues religieuses ostentatoires à l'école, alors que les lois de 1905 et de 2004 sont extrêmement claires à ce sujet. Les professeurs d'histoire ont même du mal, et on le sait, Stéphane Simon, a enseigné certaines périodes de l'histoire, notamment la Shoah ou encore la guerre d'Algérie. Est-ce que les faits sont souvent, quand je dis les faits, c'est les faits historiques, les faits précis, les faits finalement scientifiques. Est-ce que les faits sont souvent remis en question et encore remis en question, et c'est ce qui a valu la vie à Samuel Paty? Malheureusement, je vais vous dire, l'affaire Samuel Paty et le peu de conséquences que ça a eu sur le plan de la réaction de l'appareil d'État a conduit à un sondage, une étude dont je parle dans l'introduction, où on dit, c'est l'ASL qui avait l'autonome de solidarité laïque qui a publié cette étude sur 29 000 enseignants. Eh bien, 51% des enseignants pensent quitter leur emploi. Cette situation est absolument inacceptable. 53% des enseignants disent que la laïcité est remise en question à l'intérieur des enceintes de l'école aujourd'hui. Donc ce constat, il est très clairement au déficit, au passif des différents ministres de l'Éducation nationale qui sont passés les uns derrière les autres. Les valeurs de la République reculent au sein de l'Éducation nationale. Et ce livre, je l'ai fait pour les profs. Je l'ai fait pour qu'on protège davantage les enseignants, qu'on leur donne les moyens de travailler confortablement, je ne parle pas au niveau financier, encore que là aussi il faudrait faire des efforts, mais qu'on leur donne le confort intellectuel de pouvoir faire leur travail et de pouvoir enseigner les valeurs de la République. Après tout, c'est ça la vocation de l'Éducation nationale. Et encore une fois, les réseaux sociaux sont responsables de cette situation de remise en question permanente. Parce que finalement, ce qu'on demande aussi à des élèves, c'est cette faculté de pouvoir se poser la question de ce qu'est une information, une intox, une désinformation, de pouvoir faire marcher ses méninges, réfléchir finalement face à ce qu'on lit. Et nous sommes les premiers aussi, en tant que journalistes ou producteurs de contenu, responsables face à cela. Mais est-ce que cette remise en question permanente est poussée au paroxysme justement face à la réalité des réseaux sociaux aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler davantage l'esprit critique, c'est vrai, on a besoin de travailler davantage le sourcing de l'information.
Il y a des initiatives qui existent. Il y a l'école 1881 qui commence à réfléchir dans cette direction-là, sur poser les fondements du sourcing de l'information et de l'esprit critique. Mais il n'y a pas encore de choses assez, il n'y a pas encore assez d'outils, je dirais, à la disposition des uns, des autres, des élèves. Il y a besoin de davantage travailler et de donner des outils à tous ces élèves. Et puis surtout, il y a quelque chose de tragique, je voudrais peut-être conclure là-dessus, c'est que Samuel Paty, aujourd'hui, c'est devenu une figure de style, vous le savez, malheureusement. C'est-à-dire que non seulement la mort de Samuel Paty n'a pas encore servi à tirer des leçons collectivement, mais aujourd'hui, il y a des élèves en France qui menacent leurs professeurs de leur faire une Samuel Paty. Ça, c'est la deuxième mort de Samuel Paty. Et si Samuel Paty disait « J'espère que ma mort servira à quelque chose », il avait cette seule ambition. Il savait qu'il allait mourir en disant ça. Oui, mais il ne savait pas qu'il allait être réellement condamné, le pauvre, quand il dit ça. Simplement, il l'a été. Alors, faisons en sorte que sa mort ne serve pas juste à dire « je vais te faire une Samuel Paty pour menacer un professeur ». Faisons en sorte, au contraire, que plus jamais il y ait des Samuel Paty menacés. Pour que plus jamais il y ait des Samuel Paty menacés, il s'agit évidemment de vous avoir sur ce plateau et d'en parler tous les jours pour continuer effectivement le devoir de mémoire, pour que vous dites le souvenir ne doit pas s'éteindre. Non, je pense que c'est très important. Moi, ce qui m'a fait peur aussi dans cette enquête, c'est de voir que il y a eu une commande à un artiste pour un buste en bronze pour Samuel Paty qui devait être mis devant l'établissement. Et puis, il y a le maire de Conflans-Sainte-Honorine qui a estimé que ce bronze, finalement, ça risquait de raviver les hostilités, ça devait raviver les blessures. Et puis, on devait écrire Samuel Paty sur le bronze. Ça allait être tagué. Bref, il y allait y avoir finalement une certaine malaisance à afficher ce bronze. Donc, ce bronze, figurez-vous, à la mémoire de Samuel Paty, il est dans un entrepôt aujourd'hui. Il n'a pas été mis devant le collège comme ça aurait dû être le cas. Et bien là, il faut se dire non, bon sang, il faut avoir un peu de courage, il faut que collectivement aussi, on se dise, on se prenne en main et on réagisse. On ne peut pas sans cesse mettre la poussière sous le tapis, sans cesse surtout ne pas vouloir qu'il y ait de vagues. Non, il faut de temps en temps affirmer des valeurs fortes et il faut donner le confort aux professeurs d'exercer leur mission. Comment a réagi la famille quand ils ont reçu votre livre ? Plutôt bien. Je sais qu'ils l'ont lu avec beaucoup d'intérêt. Je sais aussi que cette famille a envie d'avoir toute la lumière sur cette affaire, puisqu'ils ont déposé une plainte en avril dernier, une deuxième plainte. Il y a l'enquête sur les responsabilités immédiates des complices de Abdullah Kanzorov, le tueur de Samuel Paty. Mais il y a une deuxième plainte qui a été déposée par maître Virginie Leroy, qui est une avocate brillante, qui fait ça à la demande de la famille de Samuel Paty pour omission de porter secours. Et cette plainte, qui est pour l'instant ouverte contre X, a pour but d'établir les responsabilités au sein des deux administrations, Éducation nationale et ministère de l'Intérieur, et de procéder à un examen attentif de ces responsabilités-là. D'où le terme de scandale d'État. Les derniers jours de Samuel Paty, Stéphane Simon, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée, livre que je vous recommande, paru chez Plomb. Une enquête absolument formidable. Je redis à quel point cela m'a touchée, à quel point je sais que tous mes collègues journalistes qui l'ont lu et qui vous ont reçu ont été extrêmement touchés par le livre, non seulement pour les faits relatés, pour la violence, la colère, une grande colère très forte. Colère rentrée. Oui, colère rentrée, mais que nous vivons tous ici, quand sur ce plateau nous recevons professeurs, syndicats, tous ceux qui tentent de faire évoluer l'école, on pourrait le dire avec un sourire, ou en tout cas qui tente de faire réagir pour tous ceux qui triment aujourd'hui, pour vos parents, grands-parents et tous ceux qui ont travaillé pour l'éducation nationale. Il y a un grand chantier de l'éducation nationale à mener. C'est, je crois, un chantier de plus en plus prioritaire. Il y a des états généraux à faire de l'éducation nationale. Ils ont été lancés, espérons que ça avance, et plus vite peut-être. Peut-être. Merci beaucoup Stéphane Simon. Merci à vous Virginie. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jean Galabert. Bonjour.
Bonsoir Virginie. Bonsoir, on est avec Loïc Landreau en plateau. On est ravis de vous accueillir donc, dans l'émission. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Oui, je vous entends bien depuis la Réunion, où même si la distance est très éloignée, le son est parfait. Le son est parfait et j'imagine le temps aussi. Je vous envie. Jean, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Vous intégrez le Club Média dès votre arrivée en 2018 au collège Karl Marx de Villejuif. L'objectif de ce club, alors permettre aux élèves de découvrir les médias. Concrètement, ça veut dire quoi ? Oui, alors effectivement, vous avez abordé l'historique. Ce club a été monté par Madame Aumont, l'ancienne documentaliste de l'établissement. Et puis quand elle a quitté l'établissement, un certain nombre de collègues, 3, Monsieur Bouillet, le nouveau professeur documentaliste, Monsieur Renaud, le coordonnateur EPS, et moi-même avons voulu reprendre ce club pour l'habiller de nouveaux objectifs, dont le premier était effectivement de former des jeunes reporters, donc de construire chez ces jeunes élèves des compétences, des néo-compétences dans le monde de l'audiovisuel au sens large, donc apprendre à tenir une interview, se servir d'une caméra, monter sur des logiciels de montage, photographier également, écrire et animer des podcasts. Donc ce premier objectif purement médiatique s'organiser autour de cette volonté de former des jeunes reporters au sein du club du Petit Karl. Et vous voyez l'appétence des jeunes justement pour ce métier ? Parce qu'il y a souvent une défiance des jeunes vis-à-vis des journalistes. Oui, on a vu beaucoup d'engouement dès le départ. Alors, il faut savoir que lorsque ce club a été monté, ces jeunes étaient volontaires. Et c'est aussi ce qui fait, je pense, toute la sincérité et la véracité de ce projet. C'était des jeunes qui avaient envie de s'engager dans ce prisme-là. Et puis les autres objectifs du club nous y inviter également. Je pense notamment au deuxième objectif qui était de défendre l'égalité filles-garçons. On avait envie d'asseoir un peu plus la place des jeunes filles dans notre école, dans les projets qui pouvaient s'y tenir. Et puis avec un peu de projection plus tard dans le paysage audiovisuel, puisqu'on sait que, comme dans d'autres corps de métier d'ailleurs, les femmes y sont plus ou moins représentées, en tout cas pas suffisamment représentées à nos yeux. Donc on avait envie de les inciter. Et puis d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que ce sont les jeunes filles qui crèvent l'écran dans ce film. Alors, les JO de 2024 arrivent à grands pas. Vous êtes professeur d'éducation physique et sportive, donc forcément, vous êtes dit, est-ce qu'on peut combiner les deux, à savoir les médias, bien entendu, et votre passion et votre métier, donc le sport et le PS. Comment vous êtes passé donc du club média au Petit Karl ? Racontez-nous. Eh bien, ça s'est fait autour d'une finalité. Vous le disiez très justement. Je suis professeur de PS. J'avais des passions pour le surf, pour le skate, pour l'escalade, en étant réunionnais. Et puis finalement, ces 3 activités, ces 3 sports sont devenus néo-olympiques, sont entrés au JO de Tokyo. Et donc, en remontant ce club média avec mes collègues, nous avons décidé de se rendre à Tokyo pour mener cette enquête jusqu'au bout, pour comprendre comment et pourquoi ces sports intégraient les Jeux Olympiques. Et puis finalement, les élèves, à force de mener des enquêtes, de rédiger des articles, se sont mis à rêver d'aller au JO. Et très rapidement, alors, est venue l'envie et l'ambition de non seulement monter ce projet, mais d'en faire un film. Et c'est comme ça que l'histoire du Petit Karl est née. Alors, à la découverte de 3 disciplines, c'est ça, de ce film ? Oui, 3 disciplines sportives néo-olympiques. Donc, un autre objectif du club, c'était d'élargir l'offre culturelle et sportive. On n'a pas toujours l'occasion de s'adonner au surf, au skate ou à l'escalade lorsqu'on est dans un petit collège d'éducation prioritaire de l'Académie de Créteil. Et du coup, nous avions envie de leur faire comprendre ces sports-là, mais d'aller jusqu'au bout de l'expérience culturelle, de la vivre dans leur chair, qu'ils puissent expérimenter des tranches de vie de surfeurs, de skateurs, de grimpeurs. Et du coup, l'envie d'aller à Tokyo pour comprendre cette intégration était un premier objectif. Leur permettre de s'épanouir dans ces activités, un autre objectif. Et oui, c'est ça. Malheureusement, à cause du Covid, le projet a été peut-être reporté, en tout cas, arrêté. Et finalement, vous leur avez proposé ce Tour de France qui leur a beaucoup plu. Comment ça s'est passé concrètement ? Alors effectivement, dans ce film, comme dans la vie d'ailleurs, un film est fait de péripéties, la vie aussi. Et nous avions cette envie, Boris Cyrulnik parle de tuteur de résilience, parfois en parlant des enseignants et de cette capacité à rebondir. Et nous avions envie de leur inculquer ça. Et quand effectivement la crise Covid est arrivée, nous avons tenté de ne pas baisser les bras et d'être force de proposition pour rebondir et monter un autre projet. Ce projet a été, puisqu'il était difficile de voyager, de parcourir la France,
réaliser un road trip de 3000 km pour découvrir les lieux les plus emblématiques de ces 3 activités que sont le surf, le skate et l'escalade. Alors, vous avez été où concrètement en France? Faites-nous rêver. Alors le voyage a commencé par le Cosa Skatepark de Chelles, où alors je ne vais pas spoiler le film, hein, mais où les élèves ont pu s'initier au skateboard. Et puis très vite, nous sommes descendus dans le sud-ouest de la France, puisque c'est un petit peu le berceau du surf. Donc les élèves ont pu visiter les villes de Cabreton, Hossegor, Biarritz, de découvrir le musée de l'océan, de discuter avec des spécialistes de ces activités. On s'est ensuite rendu dans les Calanques, à Marseille par exemple, pour faire de l'escalade en milieu naturel. On s'est aussi rendu en Suisse pour tester ce qui rentre aussi dans la culture du surf aujourd'hui, du surf de piscine, donc artificiel à l'Alaïa Bay. On est aussi passé par la forêt de Fontainebleau sur le retour, qui est un lieu de culte de l'escalade. Donc voilà, un périple initiatique et puis répondant un petit peu de l'épaisseur culturelle de ces activités. Bon, je pense que vous êtes tout à fait conscient que vos élèves ont énormément de chance. J'aurais adoré, en tant qu'élève, faire un tour de France comme celui-ci. Oui, moi aussi. Néanmoins, qu'est-ce que vous espérez que cette expérience va laisser dans le cœur, dans l'esprit de ces élèves pour devenir peut-être de meilleurs adultes demain? Est-ce que c'est aussi un petit peu pour ça que vous leur laissez ces souvenirs, ces impressions, ces sensations? Oui, bien sûr, on essaie toujours de se projeter dans le futur de ses élèves, je pense, lorsqu'on est enseignant. Vous parliez d'expérience, l'expérience, ça vient du mot expérirer, s'éprouver. Je pense qu'on a essayé de les amener à s'éprouver à la fois dans cette aventure qui a été faite de péripéties pour aller au bout. Je pense que cette envie d'exister, faire le pari d'exister, d'aller au-devant des choses, j'espère que c'est quelque chose qu'on va laisser chez eux. Et puis après, d'un point de vue des activités physiques, certains se sont découverts des passions, ont fréquenté de plus en plus l'association sportive à l'échelle de l'établissement, pour l'escalade notamment, d'autres se rendaient à l'établissement en skate et donc ont développé de nouveaux moyens de locomotion. Mais je place ça un petit peu plus à la marge. Je pense que les activités physiques étaient un support sur ce projet et je pense que la trace la plus impérissable que j'espère on pourra laisser chez eux, c'est ce goût pour l'audiovisuel et pour la création et le journalisme. 52 minutes, le temps du documentaire, c'est extrêmement court pour tout montrer, pour tout raconter. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas sur ces élèves, sur ce qu'ils ont fait durant ces 4 années de projet. Certains ont remporté des concours de photographie régionaux, d'autres ont réalisé leur stage de 3e dans des boîtes de production professionnelles. Je pense notamment à Roman et Flora qui ont réalisé une semaine de stage au Nouvel Obs à Paris en tant que jeunes journalistes. Plusieurs élèves se sont passionnés pour la photographie, certains en ont même déjà pu en voyager en rejoignant par exemple l'équipe de France de rink hockey sur l'Eurohockey Cup à Costa Brava. Donc finalement, j'espère du moins que c'est ça la trace expérientielle qu'on a laissée chez eux, c'est ce goût prononcé pour l'audiovisuel et qui d'ailleurs ils essayent de développer dans la spécialité, dans l'enseignement optionnel et de spécialité cinéma audiovisuel. Alors on l'a compris, au-delà effectivement du goût pour l'audiovisuel, de l'expérience journalistique, de cette expérience aussi au niveau sportif, de ce défi, de ce documentaire, de ce road trip, il y a les émotions. Et évidemment, je serais tentée de vous poser cette question-là par rapport aux émotions. Est-ce qu'ils ont réussi à relater ça? C'est difficile quand on est adolescent ou post-adolescent, jeune, de pouvoir parler de ce qu'on vit sur le moment présent tout en continuant de vouloir créer justement un documentaire, un récit précis, donc factuel. Effectivement, c'est très difficile de mettre des mots sur ce qu'on vit à cet âge. Et je pense que, alors les spectateurs le diront, mais, ou le verront et émettront un avis d'eux-mêmes. Mais je pense que la force de ce projet, il tient à 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, à force de développer des compétences dans ce milieu-là, les jeunes ont eu moins d'appréhension. Et peut-être un peu plus aussi d'estime d'eux-mêmes. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Et le deuxième, il faut surtout aussi souligner le rôle prépondérant du réalisateur Stéphane Marelli de ce documentaire qui avait une expérience avec les enfants et les adolescents et qui, à force de fréquenter ce club, à force de fréquenter ses enseignants, à force de fréquenter ses élèves, a fait disparaître les caméras au bout de 2-3 ans de tournage. Et c'est ce qui donne toute la véracité des témoignages des élèves sur leurs émotions et sur ce film qui me semble pétri de sincérité.
Alors ce film, forcément, on a hâte de le voir, hein, vu comme vous en parlez déjà. Et puis parce que, évidemment, on va découvrir plein d'expériences formidables. Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors, vous pouvez le retrouver sur le site MyCanal de Canal+, jusqu'à fin juin, il me semble. Voilà. Et en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous retenez de cette fabuleuse aventure ? Énormément de choses. D'abord, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure et comme je l'ai rappelé, je suis réunionnais. Je suis arrivé en banlieue lors de mes premières années d'enseignement. Moi, cette expérience, elle a changé à tout jamais mon image de la banlieue et de l'éducation en contexte prioritaire. Je pense que en reprenant ce club et en essayant, une fois que Madame Aumont s'en est séparée, de lui donner une nouvelle âme, on a répondu d'une des priorités de l'éducation prioritaire, qui est de partir du déjà là. Et j'en suis très fier et j'ai l'intime conviction que voilà, il faut réussir à composer en équipe. Ce projet, il restera inévitablement dans ma tête et dans mon cœur et dans ceux des élèves avec qui on communique régulièrement, évidemment. Il y a encore quelques surprises, on ne va pas tout dévoiler, mais je pense que l'histoire de ce projet n'est peut-être pas tout à fait terminée. Oui, ce n'est que le début, je le vois. Je le sens la prochaine fois, vous venez en plateau directement, Jean Galabert, si vous voulez bien, pour nous raconter les prochaines idées que vous mettez en place, les prochains projets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean Galabert. Je rappelle que vous êtes professeur d'éducation physique et sportive et que donc vous avez intégré ce club média donc, en 2018 à votre arrivée au collège Karl Marx de Villejuif. Et vous venez présenter donc, le documentaire Le Petit Karl qu'on peut retrouver sur la plateforme MyCanal. Merci. Merci mille fois. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants. Et cette semaine, nous leur avons demandé leur avis sur le maquillage. Donc à l'école, je me maquille pas parce que je vois pas trop d'utilité de me maquiller pour aller à l'école. Ma mère ne veut pas que je me maquille parce qu'elle trouve que ça sexualise, je crois, un truc comme ça. Je mets du blush, du bronzer, de l'highlighter, du mascara et un crayon pour les yeux et parfois du gel pour les sourcils. Du coup, quand je me maquille pour aller à l'école, je mets plutôt de l'anti-cerne pour cacher mes boutons. Même si je me maquillais, je pense que je mettrais pas grand chose, enfin, ça servirait un peu à rien. Après, souvent le samedi et dimanche, je me maquille un petit peu. Je mets de la BB crème, du bronzer, du mascara et du crayon à lèvres avec du gloss. Le maquillage, je pense que ça aide à rendre plus beau. Genre, je me sens mieux avec du maquillage, je me trouve plus belle. Donc, je trouve que même quand on a des petits défauts, des petits boutons, des choses comme ça, ça peut résoudre tous les problèmes en très peu de temps. Enfin, quand on se maquille, on se sent belle et du coup, on se sent bien, mais en même temps, il y a beaucoup de gens, et moi aussi, je pense, on fait vraiment attention au regard des autres. Moi, je vois pas trop l'intérêt du maquillage car ça abîme la peau et tout, mais après je comprends qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le maquillage et ouais. En fait ça fait, vu que moi je me maquille pas et que je vois tout le monde autour qui se maquille, ça fait un peu quand je me maquille, je pense que pas que je rentre dans les critères, mais un peu plus du coup, parce que je suis un peu toute seule à ne pas être maquillée et il vaut mieux attendre d'être un peu plus grand et que ce soit un peu plus utile. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose sur le maquillage ? Oui. Eh bien, c'est que sans lui, nous aurons bien une sale tête. Voilà. Eh bien, écoutez... Surtout vous. Merci pour cette ajout. Non, mais il faut rendre hommage quand même à toutes les maquilleuses qui nous rendent belles et beaux tous les jours. Non, mais vous avez bien fait d'intervenir. Je sais, je l'ai senti tout de suite. Merci, c'était donc Loïc Landreau. Merci les enfants. À tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Sophien Descolliers. Et cette semaine, elle reçoit le Capucine. Bon, l'école, c'était il n'y a pas très loin pour toi. Finalement, ouais. Oui, on l'a dit. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Ah, sur mon parcours à l'école ou sur l'école aujourd'hui ? Mais tu peux aussi donner un regard sur ton parcours. On va arrêter de centrer tout autour de moi. Tu es notre invitée. Non, mais je pense que l'école, c'est... Enfin, je suis peut-être naïve de penser ça, mais je pense que ça devrait être tellement la priorité dans notre pays, dans les autres pays aussi sûrement, mais
Je trouve que tout se joue dans l'enfance, en fait. Je trouve que c'est trop, trop important. Tu trouves les passions à l'école, tu trouves... si tu as une famille, tu n'as pas la chance d'être dans une famille qui te nourrit particulièrement de choses chouettes, mais c'est à l'école que ça se passe. Moi, mes partenaires de vie aujourd'hui avec qui je travaille, avec qui je collabore, avec qui je suis inspirée, je les ai rencontrés au lycée. Et c'est des gens, aujourd'hui, leur esprit critique sur ce que je fais, on a commencé à le créer à l'école déjà. Donc moi, j'ai un très bon souvenir de l'école, même les moments difficiles. Par exemple, mon collège privé, là, compliqué, sur le moment, c'était horrible, mais ça m'a donné beaucoup d'armes aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour toi dans l'école d'aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faudrait qu'on soit moins par classe. Vraiment moins. Ouais. Parce que moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'être en horaire aménagé. On était des toutes petites classes. Et là, mais ça a changé mon rapport à l'école, quoi. Quand t'es 10, c'est trop bien. Et puis, je sais qu'il y a plein de façons d'apprendre et qu'il y a des façons qui sont beaucoup moins dans la théorie, mais beaucoup plus dans le pratique. Par exemple... Les proportions, c'est chiant, mais tu fais un cours de cuisine avec des proportions, c'est vachement plus sympa. On sent que les sciences, les maths, ça passe pas. Je me suis tellement ennuyée à l'école que bon, si on pouvait faire des jeux... Et justement, marrant. Comment tu vois l'école de demain? Une école X années. Une école de plus petits effectifs et où on prend le temps d'aller au rythme de chaque élève, quoi. Parce que je crois qu'on va... pas tous au même rythme et que... comment on fait justement pour... en étant moins, justement, je pense. Est-ce que tu la vois futuriste, l'école de demain? J'espère pas. Moi, j'espère que... C'est plutôt traditionnel? Ah non, attends, futuriste, c'est parce que quand tu me dis futuriste, j'imagine des murs gris en acier. Alors que si les écoles, ça pouvait être dans un champ avec des fleurs, c'est plus simple. C'est pour ça que j'ai dit donc, non. Futuriste, tu vois ça. Moi, je voyais quelque chose avec peut-être un peu plus... Avec des iPads? Voilà, par exemple. Est-ce que c'est une bonne chose, les iPads? Tu demandes à Elliot? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je sais pas, j'avoue que... Non, toi tu la veux dans les champs. Ah, moi je la veux dans les champs, je la veux expérimentale, je la veux fun et pas trop le nez dans la physique, chimie. Et plus de place peut-être à la découverte des arts? Oui, des arts, ou juste vers l'extérieur. Enfin, en fait, c'est tellement un âge où tu découvres les choses, où tu es une éponge à atmosphère que je trouve ça trop dommage d'être... assis à apprendre des trucs bourratifs. Quoi. Ah, tu voudrais vraiment sortir... Ah, oui. Non, mais ça se tient, quoi. Et avoir une partie de cours donnés en classe où on est assis, on écoute, on a... Le débat aussi, je trouve c'est trop important. C'est pour ça que j'ai commencé à aimer le lycée, parce que le lycée, on n'était pas dans un truc de apprendre par cœur, on était dans le débat. Ça, c'est important. Surtout quand tu fais de la philo. Voilà, c'est pour ça que j'aimais la philo. Bon, c'est déjà la fin de l'émission. Capucine, présidente, ministre de l'Éducation. Ça, c'est ton choix, pourquoi pas. L'éducation sera très floue, mais les enfants seront heureux, votez bon. Surtout, t'es jeune, en fait, ça pourrait faire son chemin. Oui. On ne sait pas, on aura eu l'interview. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir livré tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous recommande à nouveau ce livre de Stéphane Simon, Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée chez Plon. Merci à vous Loïc pour l'actualité. Vous prenez des vacances cette semaine. Moi aussi, figurez-vous. Vous retrouverez Mathilde Wessels et Mickaël Dorian à la tête de ce grand JT. On vous retrouve juste après les vacances. Et on remercie aujourd'hui à la réalisation, c'était Raphaël Morel, au son Saïd Mamou, le maquillage Laure Audemont, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.